qu'est-ce que c'est que le stade du miroir? Avant tout, il y a le mot stade et miroir. Stade, ce qui veut dire que Lacan a introduit un nouveau stade dans le domaine de la psychanalyse. Il y avait les stades que Freud avait décrits, le stade anal, le stade oral, le stade phallique, et les stades, par exemple, de Melanie Klein, les deux stades schizoparanoïde et dépressif. Lacan a introduit un nouveau stade qui est le stade du miroir. Le stade donc, qui a la fonction de structurer l'individu, comme pour Freud, les stades qu'on a à peine énoncés structurent l'enfant. Deuxièmement, il se constitue à travers le miroir. On va répondre à deux questions. La première question, c'est comment il se constitue, ce stade du miroir, concrètement. Et deuxième question, c'est qu'est-ce qui va amener à structurer chez l'enfant d'un point de vue du développement de son psychique. On va commencer donc par la première question, qui est comment il se constitue. Donc il y a un miroir. L'enfant va se regarder dans le miroir, et si on prend en même temps un enfant et un bébé donc de à peu près 6, 7, 8 mois, et un singe qui est dans une certaine maturité, eh bien le singe va, oui, s'intéresser un peu au miroir, et à un moment donné, il va laisser tomber. C'est-à-dire il va prendre ce qu'il voit devant lui comme le reflet de quelque chose d'autre. Il va s'y intéresser au départ, il va toucher, il va être curieux de cette image qu'il voit reflétée là sur le miroir, mais après il abandonne. L'enfant, le bébé, quand il a dépassé, voilà, on dit bien certains mois, pas avant 6 mois à peu près, donc c'est à partir de 6 mois, 7 mois, 8 mois, que l'enfant peut s'intéresser à son image reflétée dans le miroir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va bouger, par exemple, sa main, et voir sa main bouger sur le miroir. C'est à partir de cette intégration qu'il y a entre les mouvements de son corps et la correspondance des mouvements qui apparaissent sur le miroir que le bébé va intégrer les deux et va reconnaître quelque chose qui lui appartient. Et de cette reconnaissance, il y a une jubilation, il y a un contentement qu'on peut observer, qui a été observé d'un point de vue expérimental. Et là, il commence à reconnaître ce qu'il voit comme sa partie du corps. Maintenant, on va répondre à la question, qu'est-ce que ce stade amène d'un point de vue du développement psychique de l'enfant? Alors, jusqu'à ce moment-là, le bébé vit un peu son corps comme un ensemble de perceptions, de sensations. Hein. Et quand il voit par exemple la main il prend la main de sa maman, ou la maman prend sa main prend sa main, il perçoit la main de la maman comme une prolongation de sa main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différenciation entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. À partir de ce stade du miroir, à partir de ce moment où l'enfant reconnaît une image comme la sienne, il va commencer à différencier ce qui appartient à son image, à soi, et ce qui n'appartient pas à soi. Ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Le corps de la mère ne fait pas partie du sien, et le sien ne fait pas partie du corps de sa mère. Donc, c'est un moyen de commencer à identifier ce qui appartient à soi, l'intérieur et l'extérieur. Deuxième aspect, c'est le processus que la psychanalyse, que Freud a découvert, qui est l'identification. C'est-à-dire que l'enfant perçoit l'image, son image, et cette image, il s'identifie. Cette image va être la base de sa identité. Et ça, Lacan s'appuie sur des phénomènes qui ont été découverts dans le monde des animaux, où l'image a une fonction biologique de permettre la maturation d'un point de vue psychique. Et donc,
l'enfant s'identifie, le bébé s'identifie à cette image devient la base de son identité, du moi. Troisième aspect, c'est que cette image donne une unité à toute une série de sensations que jusqu'à présent étaient un peu dispersées. C'est-à-dire qu'il vivait son corps comme voilà, des sensations qui étaient à droite, à gauche, qui n'arrivaient pas toujours à comprendre, à pouvoir intégrer dans une unité. À travers cette identification à une image, à travers le stade du miroir, l'enfant peut intégrer, et donc donner une unité à toute une série de mouvements, de sensations, de perceptions, sous cette unité de l'image du corps. Et là, on voit les deux registres. Voilà, maintenant, on va identifier le registre imaginaire et le registre réel. Le registre imaginaire, eh bien, c'est l'image que l'enfant voit reflétée de son corps sur le miroir et qui va être intériorisée comme image. Le réel, c'est les sensations du corps qu'il perçoit et qui vont pouvoir être intégrées dans cette image. Mais attention, ça c'est un point important, c'est que cette unité, elle est fictice, c'est-à-dire elle n'est pas réelle, parce que dans la réalité, concrètement, encore il n'a pas appris à marcher, donc il n'a pas appris à coordonner comme il faut tous les mouvements de son corps. Mais il a cette unité imaginaire. Donc l'imaginaire, si on veut, l'image auquel il s'identifie, donne une sensation d'unité, alors que dans la réalité, il n'a pas encore cette unité. Et cela est une autre fonction de l'imaginaire. Il nous reste maintenant le symbolique. Comme on disait dans la première vidéo, le symbolique, c'est comme dans un jeu de cartes, de rouge et de noir, c'est un jeu d'opposition. Quand on a les rouges, on n'a pas les noirs, et vice-versa. Eh bien, le symbolique, là, c'est quand la maman, le papa le nomme. C'est la nomination, c'est-à-dire, on l'appelle, par exemple, Luc, Alexandre. Quand on lui donne un nom, quand il y a la nomination, eh bien, l'enfant va, grâce à ce nom, savoir qu'on ne parle pas d'un autre enfant, donc que ce n'est pas le frère, que ce n'est pas le papa, mais que c'est bien lui. Et dans ce stade du miroir, la nomination va s'associer à l'image reflétée du miroir qui, à son tour, va intégrer les sensations. Et là, finalement, on voit un des apports très importants de ces trois registres, c'est qu'ils sont mêlés, imbriqués un avec l'autre. C'est-à-dire qu'on voit bien dans ce stade du miroir, l'un ne va pas sans l'autre. Quand l'enfant va donc commencer à distinguer ce qui est intérieur ou extérieur, ce qui appartient à son moi, c'est également ce qui appartient à son nom. Quand on l'appelle avec son nom, c'est lui, c'est son corps, et ses propres sensations, c'est ce qui lui appartient. Certainement, cela ne se fait pas en une semaine, en 2 semaines, mais se fait au fur et à mesure que que le bébé grandit. Et vers 18 mois, on a une intégration assez fidèle de ce qui est le complètement du stade du miroir. Et aujourd'hui, on va introduire le schéma optique. Pourquoi le schéma optique? Alors, la question qui se posait pour Lacan, c'était aussi de représenter visuellement ce qu'on avait donc expliqué dans la vidéo précédente qui est nécessaire pour comprendre celle-ci. On avait expliqué comment les trois registres interviennent dans le stade du miroir. Parce que si on veut visualiser avec un dessin le stade du miroir, on devrait, comment il se constitue dans la réalité, mettre un miroir plan, un corps, et on devrait expliquer en quoi consistent les trois registres.
Par contre, le schéma optique permet effectivement de visualiser les trois registres opérant dans le stade du miroir. Là, on peut dire que Lacan a eu une idée géniale. C'est celle de s'appuyer sur des travaux de Boisse, qui est un physicien français du XXe siècle, et il s'appuie plus précisément sur une expérience physique, amusante, comme ça, qu'on va expliquer maintenant. Alors, petite introduction sur les miroirs. Il y a trois types de miroirs. Donc, ici, c'est le miroir plan. Il y a un miroir convexe et un miroir concave. Nous, on va s'intéresser du miroir concave. Donc, on va faire ici le dessin d'un grand miroir concave et mettre comme ça une petite table. Et en dessous de la petite table, on va mettre un vase. Et au-dessus de la petite table, une petite tige avec des fleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe avec un miroir concave? Alors, ce qui est très important, c'est qu'on doit se mettre dans une certaine position ici. On va enlever ça, faire que c'est dans cette position. Parce que si on se met donc trop à gauche ou trop à droite, on ne pourrait pas voir la projection du vase ici. Par contre, si on se met dans un certain secteur précis, on va avoir une espèce d'illusion optique, c'est-à-dire que la projection du vase va se faire ici, et on aura l'impression de voir une image en 3 dimensions. Certainement, c'est une perception, puis certainement on ne va pas la voir comme on pourrait voir une vraie image en 3D, mais il y a une consistance 3D qui va se construire ici, grâce donc au regard quand on se met dans une certaine position. Donc ici on va faire le regard. Voilà. Donc l'expérience est très simple à expliquer, beaucoup plus compliquée à construire. À expliquer, voilà, il suffit de mettre comme dessin un miroir concave, une petite table avec un vase en dessous, collé en dessous, une tige avec des fleurs, et si on se met dans une certaine position, une précise position, c'est un cône qui est pas très grand, mais voilà, si on se déplace trop à gauche ou trop à droite, ben, il n'y a pas moyen de voir le vase ici en 3D qui va se constituer ici. Voilà pour l'explication de cette expérience amusante de Boisse. Maintenant, comment est-ce que Lacan va s'en servir pour affigurer les 3 registres opérant dans le stade du miroir? Alors, avant tout, voyons les correspondances. Ben, le vase, qui est le contenant, hein, c'est le corps. Et nous n'avons pas directement accès à notre corps, l'enfant a accès à son corps à travers la projection sur un miroir. Donc, c'est pour ça que c'est une table couverte. La personne ici, l'œil, n'a pas une action directe, hein, il n'accède pas directement à son corps, si ce n'est que par la projection de ce corps ici. Donc, le vase, c'est le corps, et c'est l'image du corps qu'on a ici.
Ensuite, ce qu'on voit ici, les fleurs, sont, ce qu'on disait dans la vidéo précédente, ce sont les perceptions, les sensations réelles que l'enfant a. Et qui, grâce à ce contenant qui est le vase, l'image du corps, eh bien, ça permet à l'enfant de pouvoir dire que ces sensations lui appartiennent. Ensuite, comme on disait, l'image du corps est la base de l'identification, de l'identité, donc de la création du moi. Donc, l'image ici du vase est le support du moi, et les fleurs représentent les perceptions, les sensations réelles que l'enfant, comme on disait dans les vidéos précédentes, vit et peut maintenant les percevoir comme les siennes grâce au contenant. Donc, le vase, qui est le support du moi, est l'image du corps qui est un contenant, qui contient, qui permet de dire ce qui nous appartient, et donne aussi une unité, et permet donc de regrouper ce que sont les sensations, les perceptions, c'est-à-dire ce qu'on disait dans la vidéo précédente, les sensations réelles. Donc, pour maintenant identifier les deux registres, ce registre ici, c'est le registre de l'imaginaire. Et les fleurs sont le registre du réel. Et on laisse à la fin, comme dans la vidéo précédente, le symbolique. C'est-à-dire que pour qu'on puisse accéder à cette image du corps, pour qu'on puisse voir effectivement la projection en 3D de ce vase dans cette position, dans cette partie, eh bien le regard doit se retrouver dans un cône précis. Eh bien le symbolique, c'est exactement cette partie-là, c'est-à-dire qu'il faut un nom, comme on disait pour le stade du miroir, le nom qui va pouvoir s'associer à l'image du corps, et grâce à cela, on disait de pouvoir aussi intégrer les sensations et perceptions réelles. Donc, ici, c'est le registre du symbolique. Qui dans ce cas-là, c'est grâce au nom qui s'associe, qui permet l'intégration, la perception, premièrement la perception de l'image du corps, et deuxièmement l'intégration avec les perceptions et les sensations réelles. Et là nous avons le nouage entre les trois registres, le registre de l'imaginaire, le registre du réel et le registre du symbolique.
Bien, on va reprendre le schéma optique et expliquer maintenant ce que Lacan introduit dans un deuxième temps. Très brièvement, on avait parlé donc d'un miroir concave avec une petite table, et en dessous de la petite table, nous avions mis un vase. L'image du vase est projetée ici et on a un effet 3D. Et la petite tige avec les fleurs. Et nous avions dit que pour voir cette image reflétée là avec un certain effet 3D, il fallait se mettre ici dans un certain cône. Alors, le vase représente le corps, c'est la projection du corps, et les fleurs, nous disions, ce que l'enfant perçoit de ses propres sensations. Et maintenant, on va être un peu plus précis. Ces fleurs représentent les objets de la pulsion. Objet oral, objet anal. Voilà. Maintenant, ce que Lacan va introduire, c'est ici un miroir, un autre miroir, qui est un miroir blanc. Donc, cette fois-ci, on va mettre un miroir blanc. Et pour voir maintenant l'image qui va se refléter ici sur le miroir blanc, donc l'image du vase avec les fleurs, cette fois-ci, le regard doit se trouver ici, et toujours dans un certain cône. Et pour se trouver dans un certain cône, le regard doit s'aligner par rapport à un certain point, ici qu'on va mettre, on va l'appeler I. Voilà. Et de cette façon, on a le schéma optique dans sa version finale. Donc, il y a une projection, une première projection du corps ici, qui est en 3D, et il y a une deuxième projection sur le miroir blanc. Alors, qu'est-ce que tout cela représente? Alors, nous disions que le corps, la projection du corps, est le support du moi. Et là, quand on va se référer à un texte de Freud, qui est pour introduire le narcissisme, où Freud fait une petite distinction entre le moi idéal et l'idéal du moi. Et là, quand on va reprendre cette distinction et va lui donner une assise toute particulière, qui est le moi idéal c'est la première projection, la projection du corps, c'est ici le vase, et Lacan dira que ce moi idéal, eh bien, est, comme disait aussi Freud, est l'effet d'une projection. Alors, pour Lacan, le moi idéal est du côté de l'imaginaire. Comme nous disions la fois passée, la projection du vase est du côté du registre imaginaire. En revanche, voilà, ici, le regard, pour pouvoir voir apparaître la projection du vase sur ce miroir blanc, il doit se mettre toujours dans un certain cône, et il peut s'y mettre s'il se fixe par rapport à un point qui est ici, le I, qui représente l'idéal du moi. L'idéal du moi. Et là, l'idéal du moi, eh bien, peut se faire à travers, donc, en s'alignant sur ce point et en introjectant, à travers ce processus que Freud appelait l'introjection, à travers l'introjection d'un signifiant. On va répéter, donc, du côté du registre imaginaire, on a la projection du corps, la projection du vase qui est le support du moi idéal, donc du côté du registre imaginaire. Et pour pouvoir le voir apparaître dans ce miroir blanc, il faut qu'il se fixe, qu'il y ait une introjection d'un signifiant, qu'il y ait une introjection de l'idéal qui sera le support de l'idéal du moi.
Alors, quel est l'avantage d'ajouter ce miroir plan? Ça, c'est le point le plus important. Pourquoi ne pas simplement avoir laissé le regard ici, avoir dit, voilà, il faut se placer dans un certain cône, et ce certain cône, c'est l'identification, c'est la projection d'un signifiant qui est le support de l'idéal du moi. L'intérêt de tout ça, c'est de montrer que ce grand miroir est le grand outre. Le grand outre, c'est où se défilent les chaînes signifiantes, où se défilent, où il y a le réseau signifiant. Ce qui veut dire que l'idéal du moi, c'est-à-dire ce signifiant qui est introjecté, il est pris du côté du réseau signifiant, du côté de l'autre. Concrètement, cela veut dire que si, par exemple, de ce côté-ci de l'autre, on va faire que le miroir s'incline un petit peu, concrètement que les signifiants du côté de l'autre eh bien, ne vont pas à supporter l'idéal du moi, à ne pas le signifier, voilà que l'image du corps ne sera pas reflétée. Il n'y aura pas une unité. Par exemple, voilà, mon idéal, parce qu'après, en grandissant, chaque fois, on va introjecter différents idéaux. L'idéal du moi peut être la fonction qu'on a dans un certain lieu du travail. Si après, on nous enlève cette fonction, voilà qu'on peut avoir un moment où on se sent pas unifié, on se sent un peu morcelé, comme ça, une certaine angoisse de morcellement, ce qui veut dire que du côté du grand autre, il n'y a plus cet appui, c'est-à-dire que l'idéal du moi n'est plus signifié, n'est plus appuyé par le grand autre, par le réseau des signifiants. Voilà l'explication de cet ajout de Lacan du miroir blanc qui complète un peu l'explication du schéma optique.
nous allons reprendre le schéma optique, mais cette fois-ci, c'est pour l'achever, c'est le troisième temps, le dernier temps du schéma optique. On va reprendre brièvement les descriptions du schéma optique. Ici, nous avons le vase renversé qui représente le corps. Grâce au miroir concave, il est projeté ici, et quand il est projeté, il assume une image un peu 3D. Il y a un certain volume quand on perçoit l'image. Ici, nous avons les fleurs qui représentent les objets de la pulsion. Donc, le vase, projeté ici, contient les objets de la pulsion, et cela est représenté avec I qui est pour image, entre parenthèses A qui contient les objets de la pulsion. Ensuite, ce vase-là, il est projeté sur un miroir plan, et grâce au regard qui est dans une certaine position, on voit apparaître le vase ici projeté. Et cela représente encore mieux, une manière plus fidèle, le stade du miroir. Parce que quand il y a la projection ici, de ce côté ici au-dessus, rien n'apparaît. Qu'est-ce que ça veut bien dire cela? Bien, l'enfant, quand il reconnaît sa propre image dans le miroir, cette image est le support de son identité, du moi, nous disions, ici il y a le moi idéal. Il est le support de son identité et il va aussi contenir ces objets de la pulsion, hein, ce qu'il ressent. Mais quand il voit sa propre image, il peut même se voir tout nu, il ne va pas voir apparaître, par exemple, l'excitation sexuelle, l'excitation qu'il peut avoir. Cela n'apparaît pas dans l'image. Donc, si bien que l'image du corps contient les objets de la pulsion, si bien qu'il peut reconnaître son image du corps sur le miroir, cette image contient les pulsions, mais elle ne peut pas les représenter visuellement. Ce qui veut dire que les objets de la pulsion ne sont pas investis d'un point de vue imaginaire. Et cela, ce troisième temps du schéma optique, ce dernier temps du schéma optique, représente très bien cela. On a ici la projection du vase, mais de ce côté-ci, les objets de la pulsion n'ont pas de représentation au niveau imaginaire, visuel. Et donc, I, qui est l'image du corps, contient toujours les objets de la pulsion, mais au niveau de ce qu'on voit, eh bien, ils n'apparaissent pas. Ce qui veut dire aussi que ce qui donne toute l'attirance de la propre image qu'on voit apparaître dans le miroir, c'est que cette image, même si je regarde ici dans le miroir, cette attirance est donnée aussi parce qu'elle contient quelque chose qui n'apparaît pas au niveau de l'image. Donc, l'image du corps est investie de la libido, disait Freud et disait aussi Lacan. Donc ça, c'est l'image du corps. Je me regarde, l'image qui apparaît, elle est investie d'un point de vue libidinal, mais l'objet de la pulsion n'apparaît pas, et Lacan le représente avec moins phi. C'est-à-dire qu'il y a un manque au niveau de la perception visuelle, au niveau de l'imaginaire. Mais c'est ce qui donne aussi l'attirance à l'image, parce que l'image contient ces objets de la pulsion. Eh bien, cela sera aussi la matrice de toute relation avec les objets, disons, que nous attirent. Les objets d'amour, par exemple, les personnes avec lesquelles on entretient une relation d'amour, ou bien avec les objets avec lesquels on entretient aussi une relation affective. Donc si on prend par exemple l'avare qui entretient une relation affective avec son trésor est une représentation donc, qui est investie par la libido, mais voilà que l'objet de la pulsion n'apparaît pas. C'est ce qui est caché, c'est l'objet, disait aussi Freud, c'est l'objet anal. Donc l'objet anal qui cause le désir d'avoir ces objets, ce trésor pour l'avare, eh bien n'apparaît pas dans le champ visuel, mais c'est ce qui cause le désir, parce qu'il est recherché, il contient, si on veut, la représentation visuelle, la représentation de ce trésor, eh bien contient l'objet de la pulsion, l'objet anal. Et cela vaut aussi dans les relations amoureuses. Et là, on avait consacré une fois une vidéo à Socrate, et où on parlait aussi d'Alcibiade, où là, Alcibiade tombe amoureux de Socrate, parce que Socrate va contenir ces objets précieux, hein, la galma. Donc, le corps de Socrate, il est investi de la libido,
Et il y a quelque chose qui, ici moins fine, c'est-à-dire que Alcibiade ne voit pas, hein, et qui se pose la question, qu'est-ce qui est tellement précieux, hein? Il voit, oui, il est amoureux du corps de Socrate, mais c'est pas seulement cela qui l'attire, c'est ces objets précieux que le corps contient, mais qu'on ne voit pas dans le champ visuel. Eh bien, avec l'image réelle ici constituée, quand elle émerge comme I et A, on prend ou non dans l'encolure de cette image ce qui reste, la multiplicité des objets petit a représentés dans mon schéma par les fleurs réelles prises ou non dans la constitution grâce au miroir concave du fond. Symbole de quelque chose, disons, qui doit se retrouver dans la structure du cortex, fondement d'un certain rapport de l'homme à l'image de son corps, différents objets constituables de ce corps, des morceaux du corps originel sont ou non pris, saisis au moment du de A à l'occasion de se constituer. Que c'est à cette place à la place ou dans l'autre, au lieu de l'autre, authentifié par l'autre, le profil, une image seulement réfléchie, déjà problématique, voire fallacieuse de nous-mêmes. À la place où quelque chose peut apparaître. J'ai mis la dernière fois, et entre parenthèses, ce signe moins fit, vous indiquant qu'ici doit se profiler un rapport avec la réserve libidinale, avec ce quelque chose qui ne se projette pas, avec ce quelque chose qui ne s'investit pas au niveau de l'image spéculaire, pour la raison qu'il reste un vestige profondément irréductible au niveau du corps propre, au niveau du narcissisme primaire, au niveau de ce qu'on appelle auto-érotique, au niveau d'une jouissance ôtée,